Bonjour à tous, on va parler de la Syrie, la chute de Bachar el-Assad, 8 décembre 2024. Que se passe-t-il depuis lors? Quelles projections peut-on faire sur l'avenir de ce pays? Le sort des chrétiens, le rôle de la France, les scénarios, on va en parler avec nos invités autour de maître Fabrice Divisio, avocat qui questionne aussi les questions internationales. Bonjour maître. Bonjour. Autour d'un partenaire, Géopolitique Profonde, lettre confidentielle, qui s'intéresse donc, comme son nom l'indique, à la géopolitique. J'ai ici le numéro de décembre 2024, ça tombe bien, c'était le moment du renversement de régime. C'est Franck Pengam qui est directeur de la publication. Bonjour Franck Pengam. Bonjour. Et Claude Janvier qui collabore également à cette revue. Bonjour Claude Janvier. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes écrivain et essayiste et donc vous écrivez aussi dans Géopolitique Profonde. Est-ce qu'on peut, avec vous, Franck Pengam, déjà peut-être dire la manière dont vous suivez l'info sur la Syrie? Est-ce que depuis le 8 décembre, il y a beaucoup d'infos que vous arrivez à obtenir sur place? Oui, donc nous on a plusieurs collaborateurs qui sont déjà allés sur place, donc on a des informations par ce biais-là. Et en fait, voilà, dans la revue, on a une trentaine de personnes, voire 40 quasiment, qui peuvent collaborer de temps en temps. Et pas mal de gens voyagent à l'étranger. Donc il n'y a pas que la Syrie, évidemment, mais on a pas mal de contacts sur place. Donc on essaie d'avoir des informations de première main directement. Après, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est des analyses de fond et un peu moins d'actualité. Mais évidemment, notamment Claude a traité de ce sujet syrien. On ne l'a pas encore bien approfondi parce que c'est vrai que la situation est plutôt instable. On a assez peu de visibilité. Mais je pense que dans les prochains mois, on va faire un gros dossier sur le sujet pour voir vraiment les implications autour de HTS. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de ce personnage. Je pense qu'il y a des choses à dire une fois qu'on aura bien l'ensemble des éléments. L'info est-elle fiable, Claude Janvier? L'info qui vient de là-bas, comment la vérifiez-vous? En fait, si vous voulez avoir des infos là-bas, il faut avoir des correspondants sur place. C'est un peu compliqué à démêler tout ça, mais ce qu'il faut en gros comprendre, c'est que cette guerre en Syrie a démarré comment? À l'époque, Bachar el-Assad a refusé un projet de pipeline venant du Qatar, traversant donc son pays pour aller alimenter la Turquie et l'Europe. Et en revanche, le président Bachar el-Assad avait signé à l'époque un contrat avec Gazprom, donc le géant russe. Bien évidemment, ça n'a pas plu du tout ni aux Qataris ni aux Américains derrière, et de là est partie donc cette coalition internationale, cette guerre. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis sont installés donc depuis le début des hostilités, depuis 2011. Ils contrôlent donc et ils pillent le pétrole syrien depuis cette date. Il faut savoir que c'est eux qui contrôlent donc les puits de pétrole syriens qui se trouvent dans le nord-est du pays. Et ce sont eux qui, effectivement, n'ont jamais reversé une goutte de ce pétrole au peuple syrien. Il faut savoir que l'argent récolté par ce pétrole pillé, donc la moitié allait alimenter les caisses de la CIA. Il faut le savoir quand même. Comment le savez-vous? Parce que j'ai beaucoup enquêté sur le sujet, j'ai beaucoup été chercher un peu sur des médias libres et indépendants, j'ai aussi discuté avec des Syriens, parce que je suis allé 2 fois en Syrie quand même, j'ai rencontré à la fois de simples citoyens et des personnages un peu haut placés. Et donc, à force d'enquêter, on finit par dénicher un peu ce qui peut être vrai. On arrive à séparer le bon grain de l'ivraie, si vous voulez. Vous savez, à l'époque, quand j'ai fait 2 voyages en Syrie, j'ai été interviewé, pas que moi d'ailleurs, tous mes compagnons, on a été interviewés par la plus grande chaîne de télévision syrienne, donc Sana. Personne n'en a entendu parler en Europe. En revanche, tous les pays du Proche-Orient et dans tout le Maghreb, les émissions ont été diffusées. Mais ouais, vous voyez, ça montre un peu comment une censure médiatique peut s'opérer à partir du moment où les pays sont dans la ligne de mire de l'intelligentsia, je dirais, la bonne intelligentsia. Maître Divisio, comment appréhendez-vous cette question du conflit syrien? Avec circonspection, prudence, crainte aussi, parce que le pire n'est jamais certain. Moi, je suis toujours un peu sceptique, en fait, parce que on sait ce qu'on perd, on sait rarement ce qu'on trouve. J'ai envie de dire que il faut éviter, en matière de géopolitique, pour le coup, à mon sens, et l'histoire nous l'a montré à travers l'Irak, à travers la Libye, il faut éviter d'avoir une vision occidentale des choses, pour le coup, et d'avoir une vision, au demeurant, américaine des choses. Ce que je veux dire, c'est que on est en train d'essayer de nous expliquer depuis un moment que Bachar el-Assad n'était pas un saint. Je crois vraiment que ce point ne fait pas débat. C'est-à-dire qu'en fait, personne, à ma connaissance en tout cas, ne viserait à décerner le prix Nobel de la paix à Bachar el-Assad. Remarquez, je ne l'aurais pas décerné à Barack Obama non plus, mais bon.
Mais le fait est que je ne crois pas qu'il ait été nominé à un moment pour le prix Nobel de la paix. Je ne crois pas non plus qu'effectivement il était invité à prendre la parole comme rapporteur spécial pour la paix à l'ONU. Bon, donc ça c'est la première réalité. Cependant, d'ailleurs, on sait que le régime est un régime oppressif. Ce point posait des difficultés. On sait aussi que le régime a lutté contre l'islam radical. Et que précisément, cet islam radical aujourd'hui est celui qui a pris le pouvoir. Il faut être complètement... Et par une espèce de curiosité que je n'explique pas, en toute humilité, je vois ça de l'extérieur, voici que celui qui hier était fiché terroriste, recherché comme tel, avec le wanted américain comme dans Lucky Luke, tout à coup devient un personnage sur lequel il faut compter, il faut miser, sur lequel on enlève le mandat qui pesait sur lui et qui va devenir le principal interlocuteur de l'Occident. Et on nous explique que c'est par une espèce de opération du Saint-Esprit et grâce à la force divine de celui-ci qu'il s'est pas maintenu, mais en tout cas qu'il s'est approché, qu'il s'est mis au pouvoir. Les Américains n'ont rien à voir là-dedans, l'Occident n'a rien à voir là-dedans, absolument. Je suis sceptique. Je suis sceptique parce que j'attends de voir ce que ça a donné particulièrement pour les chrétiens d'Orient. Maintenant, ce qui est vrai, c'est ce que je constate, c'est que dans mon entourage, j'ai beaucoup de Syriens musulmans, pour le coup, qui, eux, se réjouissent de la chute de Bachar el-Assad. Ou, pour l'instant, mais encore une fois, c'est à mon petit niveau, il semble que tout le monde parle d'un vent d'espoir avec cette chute. Et donc, ça tranche, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir Claude Janvier, parce que ça tranche aussi avec l'article que vous aviez rédigé dans Géopolitique profonde, précisément. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que vous preniez le contre-pied, en fait. Finalement, en disant, attention, ce que j'en retiens, moi, c'est que vous aviez effectivement expliqué assez clairement que ce qu'on disait du régime de Bachar el-Assad était peut-être pas aussi simple, finalement. Claude Janvier, justement. Effectivement, c'est pas ce qu'on en dit n'est pas aussi simple. Moi, vous savez, donc je suis allé donc 2 fois en Syrie, que j'ai constaté, parce qu'en fait, rien de tel d'aller dans un pays pour un peu ce qui se passe. Hein, c'est clair. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, j'ai été très surpris en arrivant dans ce pays parce que c'est un pays qui était en guerre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes dans un pays en guerre, vous avez des checkpoints déjà. Entre la frontière libano-syrienne et pour aller à Damas, parce qu'il était hors de question d'atterrir à Damas, puisque les lignes internationales ne pouvaient pas atterrir à l'aéroport de Damas. Donc on atterrit à Beyrouth. À Beyrouth, donc, des Syriens sont venus nous chercher. On a passé donc le poste frontière au-delà de la vallée de la Bekaa. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est le premier voyage, c'était 15 jours avant Noël 2021. Ce qui m'a vraiment étrangement surpris, c'est que je suis arrivé au poste frontière et j'ai vu des décorations de Noël. Des décorations de Noël avec les traîneaux, le Père Noël. Donc là, je me suis dit, je ne comprenais pas. Je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange, je suis dans un pays musulman et tout à coup, paf, j'ai des décorations de Noël. Et après, donc, notre ami syrien qui avait organisé le voyage me dit, mais la Syrie, c'est un pays laïque. Chacun a le droit de professer sa propre religion. Et donc, bon, très bien. Et on est arrivé à Damas, pareil, illumination de Noël. Donc là, j'ai quand même été très surpris. Ensuite, il y a un quartier chrétien donc, à Damas. Et alors, quand on passe, il n'y a pas de frontière. Hein, je veux dire, vous passez du quartier musulman au quartier chrétien. Vous voyez juste que vous êtes dans le quartier chrétien parce que vous avez des estaminets avec des bouteilles d'alcool. Vous dites, tiens, oui, je suis dans le quartier chrétien, parce que là, effectivement, on peut boire de l'alcool. Et dès que vous ressortez du quartier chrétien, vous ne pouvez plus boire d'alcool, puisque vous êtes dans le quartier musulman. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les ethnies, à l'époque de Bachar el-Assad, que ce soit les sunnites, les alaouites, les druzes et les chrétiens, vivaient en bonne intelligence, et il se passait pas grand-chose de violent. Alors aujourd'hui, ce que je forcé de constater... Sauf les prisonniers politiques quand même. Pardon ? Vous aviez des prisonniers politiques quand même, enfermés dans les prisons. Mais oui, mais on peut pas le nier, ça. Oui, mais quel est le régime aujourd'hui ? Quel est l'État qui n'a pas de prisonniers politiques ?
Citez-moi un seul État aujourd'hui sur la planète qui n'a pas de prisonniers politiques. Je pense que les USA sont mal placés pour dire qu'ils en ont pas. Ils ont Guantanamo. Je pense que Guantanamo n'est pas forcément le club méditerranéen en termes de prison. Donc, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien évidemment, un dirigeant, il gouverne. Un dirigeant n'est pas un saint, mais personne ne l'est. Si on avait des dirigeants qui étaient vraiment sains aujourd'hui, je pense que ça se saurait. Surtout dans des pays où il y a de la subversion armée violente, islamiste, etc. Donc Exactement. forcément, les moyens de répression sont un peu plus élevés. Ce ne sont pas des sociétés démocratiques de toute façon. Absolument. Parce que vous savez, et Franck a tout à fait raison de le souligner, vous savez, je discutais, premier voyage avec un soldat syrien. Et il me racontait une des batailles d'Alep. Parce qu'Alep, c'était lourd. Alep, c'est quand même une ville syrienne, la deuxième ville du pays quand même, qui a été détruite à 75%. Et ce soldat syrien, il nous racontait les combats entre l'armée gouvernementale, donc il faisait partie de l'armée gouvernementale, et les terroristes en face de Daesh. Et c'était, je dirais presque surréaliste, parce que tout d'un coup, il s'est mis à nous raconter ce qu'il vivait au quotidien. Et ce qu'il vivait au quotidien, c'est qu'ils avaient en face d'eux des gens qui étaient drogués à fond, qui étaient bourrés de ceintures d'explosifs, avec des gilets pare-balles, avec un détonateur dans la main, et ils étaient tellement drogués, c'était des kamikazés, donc ils avaient ordre d'avancer vers le front, vers les lignes gouvernementales, et les soldats de l'autre côté savaient que s'ils n'arrivaient pas à le tuer, c'est-à-dire à lui envoyer une balle dans la tête, eh bien le gars il avançait, et avec pour ordre de se faire exploser au milieu des soldats. Donc, on essaye de se placer dans la tête à ce moment-là du soldat syrien. Je vais vous dire honnêtement, moi j'ai essayé de me transposer à sa place, et franchement ça fait un drôle d'effet. Parce que vous voyez des fous furieux en face qui vont se faire exploser, bon ça c'est leur problème, mais qui vont vous faire exploser aussi. Et surtout, ça a démarré en 2011, ça. Donc c'était une guerre de longue haleine, et donc à la fin, l'armée apparemment officielle était complètement épuisée et n'avait plus confiance, et donc effectivement c'est comme ça que du coup HTC a pris le pouvoir. Comment expliquer justement que les soldats de l'armée gouvernementale se soient défaits et que la chute de Damas se soit passée très rapidement après celle d'Alep? Il y a plein de suppositions, hein. Il y a les Russes qui ont potentiellement lâché le gouvernement, ou alors qui se sont lassés du manque d'évolution sur différents types de réformes. Il y a la fatigue tout simplement des soldats, le manque de confiance. Voilà, encore une fois, c'est une guerre qui a commencé en 2011 par des manifestations, avec de la subversion internationale qui vient d'une vingtaine de pays se sont impliqués, Turquie, Qatar, Arabie Saoudite, évidemment tous les pays européens, les États-Unis. Donc il y avait de multiples pays, de multiples éléments impliqués dans le pays, géopolitique, énergétique. Il y a évidemment le sujet israélien qui est le sujet crucial là-bas. D'ailleurs, c'est le seul pays qui, je pense, se réjouit de ce qui se passe aujourd'hui concrètement, malgré le fait parce que Bachar al-Assad est un ennemi d'Israël depuis très très longtemps. Donc ça, c'est un point crucial. Aujourd'hui, tous les gouvernements occidentaux soutiennent la transition. Et Frank Mangam, le nouvel homme fort de la Syrie, ne serait pas un ennemi d'Israël? Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, tous les gouvernements occidentaux le jugent comme l'interlocuteur légitime, ce qui est tout à fait normal. C'est la personne qui a pris le pouvoir, donc aujourd'hui, il faut bien dialoguer avec lui. Ça, on peut le comprendre tout à fait. Après, sauf qu'il n'a pas été élu. Sauf qu'il n'a pas été élu, mais de facto, c'est le dirigeant. Donc après, voilà, c'est toujours la même chose. C'est dans certains pays, on accepte de dialoguer avec des personnes qui font des coups d'État, et dans d'autres, on n'accepte pas. Ça dépend en fait quels intérêts il défend, in fine. Le problème de ce personnage, c'est qu'effectivement, il a un passé un peu trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est notamment, il a un passé qui est complètement islamiste. Donc, du coup, c'est censé être les ennemis de la France. En tout cas, ceux qui font les attentats en France ont plutôt de sa tendance à lui. Mais voilà, il a un discours apparemment qui plaît aux dirigeants parce que justement, il a un discours assez inclusif. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que il a pris le pouvoir sur le baasiste. Le baasisme qui est socialiste historiquement, donc aujourd'hui tous les partis baasistes se sont écroulés, et l'idéologie de ces partis, c'est plutôt du État fort et socialisme. Aujourd'hui, HTC se revendique du libéralisme économique. Donc ça, tous les gouvernements occidentaux, ils se disent ok, il y a peut-être quelque chose à faire, et puis surtout, ils essaient de nous faire croire que derrière le libéralisme économique, ça va promouvoir l'état de droit, la défense des libertés individuelles, etc. Il y a cet espoir. Ahmad Al-Chareh parle d'une nouvelle phase historique. Il dit que les armes passeront sous le monopole de l'État, ce qui veut dire que la Syrie ne sera pas livrée à des factions
qui devront se faire perpétuellement la guerre. Est-ce que vous lui faites confiance quand il dit ça ? On n'en sait rien en fait parce que déjà HTC ne maîtrise pas la totalité du pays, il n'a pas conquis tous les territoires, donc ça c'est un point crucial. Il a conquis la partie en fait où il y a le pouvoir, mais aujourd'hui il ne contrôle pas tous les territoires. Il y a des tensions, faut pas oublier qu'il y a Qui contrôle le reste du territoire ? Après il y a différentes factions en fait. Il y a des factions soutenues par la CIA, soutenues par la Turquie. Il y a des factions soutenues par Israël de manière indirecte. Il y a tout un tas de factions en Syrie qui est un pays complètement éclaté. Et puis en plus voilà c'est une société multiculturelle, multiconfessionnelle. Et donc, ce n'est pas juste parce qu'il y a Bachar al-Assad qui contrôle absolument tout le territoire, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, HTC ne contrôle pas du tout le territoire. Donc ça va être très compliqué pour lui d'avoir la main mise, surtout effectivement qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc sa légitimité, on va voir si le soutien occidental suffira à ce que la population accepte. Aujourd'hui, quand on voit les médias, tout ce qu'on entend disent que HTC est soutenu par la population, les gens sont contents que Bachar al-Assad soit parti, etc. On va voir du coup si une vraie légitimité arrivera de la population. Ça dépendra de quels seront les prochains mouvements. Pour l'instant, on reste en attente. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose. Donc, on attend les réformes, parce qu'il promet beaucoup de réformes. On va voir s'il est capable de les mettre en place. Il y a eu des premiers gestes, le rétablissement, par exemple, de l'électricité. Ça a été le cas dans certaines zones, à Alep en particulier. Est-ce que la levée des sanctions, vous avez dit, la levée des sanctions pourrait se profiler? Est-ce que ça, vous avez des infos qui nous amèneraient à penser que les Syriens pourraient arrêter d'avoir faim? Parce qu'aujourd'hui, ils ont faim. Ça dépend de Washington. Donc ça dépend de ce que va dire Trump sur le sujet. Pour l'instant, on ne connaît pas trop la position, mais tout dépendra de la validation américaine. Donc là, vu qu'il y a un nouveau shérif à Washington, on va voir ce qu'il dit sur le sujet, et c'est lui qui déterminera si la levée des sanctions va être effective ou pas. Mais voilà, avec Trump, je pense qu'il y a moyennement c'est 50-50. On ne peut pas savoir si vraiment ils vont lever les sanctions. Moi, j'en doute un peu. On va voir. Maître Divisio, vous lisez dans l'esprit de Donald Trump? Évidemment. Comment Parce que même Donald Trump ne le lit pas dans l'esprit de Donald Trump. Cyril Hanouna, vous pouvez tout faire. Ne m'en parlez pas. Non, moi je crois qu'il y a quand même un élément clé là-dedans, et vous l'avez dit, les populations à faim. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le vrai souci de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de régime parfait. Et que vous avez raison de souligner que pour l'instant, les islamistes, parce que c'est comme ça, il faut les appeler comme ils sont, envoient des signaux encourageants. Le problème, c'est qu'on avait dit peu ou prou la même chose avec les talibans, souvenez-vous. C'est-à-dire que quand les talibans sont revenus au pouvoir, on avait dit, vous inquiétez pas, je me souviens de cette phrase de Darmanin qui, dans l'esprit en tout cas, disait, ce sont des talibans modérés. Finalement, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on sait ce que ça donne. Donc, si vous voulez, il y a ce paradoxe très occidental qui fait la chasse à l'islamisme sur son territoire, mais qui en même temps le nourrit à l'extérieur. Saddam Hussein était un dictateur et un tyran, et finalement on a transformé le pays en chaos. Incontestablement, Kadhafi était un dictateur et un tyran, et finalement à la fin on a transformé le pays en chaos. Les talibans, enfin l'Afghanistan, c'était pareil. On va continuer combien de temps comme ça? C'est une vraie question. Ça remonte à l'ayatollah Khomeini qu'on a installé. Enfin, les Américains ont installé quand même. Mais si vous voulez, le problème des Américains, c'est toujours le même. C'est que les Américains, ils font la pluie et le beau temps dans le monde. Enfin, ils font la pluie dans le monde, mais les orages, c'est pas eux qui se les prennent. C'est-à-dire que pour faire simple, les attentats sur le sol américain, c'est pas légion. Ils ont eu le 11 septembre, ils ont mis à feu et à sang le monde après le 11 septembre, et aujourd'hui, les conséquences du 11 septembre, c'est nous qui les payons. C'est d'ailleurs à cause du 11 septembre que tout le Moyen-Orient aujourd'hui est éclaté et que tous les régimes baathistes justement sont tombés parce que les Américains voulaient faire tomber ces régimes. C'est ça en fait la vérité. Donc que ce soit des islamistes, des nazis, peu importe en fait l'idéologie des factions armées que l'on soutient, l'essentiel c'est quels sont les intérêts à la fin. Et si le but c'était de renverser les régimes, voire de plonger les pays en question dans le chaos pour contrôler juste les flux de gaz et de pétrole, parce que c'est ça en fait un des enjeux principaux aussi. Pour vous, c'est ça en fait, ça se réduit à une guerre énergétique? Non, ça ne se réduit pas à une guerre énergétique, mais c'est une des explications. Il y en a plusieurs des explications. Mais c'est multifactoriel, mais évidemment que le contrôle des flux énergétiques est essentiel dans le monde actuel. Tout le monde a besoin de pétrole et de gaz pas cher, donc ça fait partie aussi de l'équation, évidemment. On pointe le rôle de la Turquie, qui est quand même très important dans l'histoire, la visée expansionniste d'Erdogan,
Et la nostalgie peut-être de l'Empire ottoman joue aussi là-dedans, non, Claude Janvier? Bien oui, alors le président Erdogan, de toute façon, voulait bien créer un État kurde, mais pas chez lui. Donc l'État kurde, il est en train de le créer, Là, il sortait, hein. au nord de la Syrie. Bah oui, donc parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui la Syrie, elle est découpée, hein, c'est-à-dire tout le nord de la Syrie, c'est turc-kurde. Le nord-est, c'est toujours contrôlé par les Américains, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les puits de pétrole. Au sud, Israël, hein, qui sont à 20 km de Damas. Hein, et vous avez, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Damas, Soueda, ça c'est la province un peu pas kurde, la province druze, pardon. Claude Janvier, quand vous dites que les puits de pétrole sont contrôlés par les Américains, c'est-à-dire sur place, il y a des Américains. Oui, des bases américaines, absolument. Voilà, oui. Des bases américaines. On peut y aller, on peut regarder, on peut Je ne sais pas si constater vous allez pouvoir y rentrer, Non, mais vous pas pouvez forcément le y rentrer, constater, mais oui. on peut le constater. Absolument. Absolument, c'est tenu. Vous savez, les puits de pétrole ont été donc réquisitionnés par les Américains. En général, c'est des mercenaires kurdes qui s'en occupent. Tout comme vous avez une des plus grandes bases dans le sud syrien qui s'appelle Al-Tanf, sur des milliers de kilomètres carrés. Donc, effectivement, les Américains étaient et sont toujours omniprésents en Syrie. Et ça, Mais il y a vous aussi savez. les bases russes. Alors, il y avait, parce que les bases russes, aujourd'hui, apparemment, il n'y en a plus. Celle de Tartous, donc, qui est un des deux plus grands ports syriens, il n'y en a plus, là, mais l'attaquer, je ne suis pas persuadé qu'il reste grand-chose. Parce que Vladimir Poutine n'a pas négocié avec Bachar al-Assad le fait de maintenir ses bases en échange d'un accueil à Moscou. Alors ça, pour arriver à savoir réellement les tenants et les aboutissants, c'est un peu compliqué. Ça, je ne pourrais pas m'avancer sur réellement quels sont les réels tenants et aboutissants. Moi, je rejoins un peu ce que Franck a exposé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après 14 ans de guerre incessante et d'embargo incessant, le peuple syrien était fatigué, il avait faim. Et ce qu'il faut comprendre, hein, il faut comprendre ce qu'est un embargo. Un embargo, c'est pas de produits de première nécessité, pas de médicaments, pas de possibilité de reconstruire un pays en ruine. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand vous débarquez en Syrie, comme moi je l'ai fait avec mes compagnons, Les ruines sont partout. les ruines sont partout et il n'y a pas de reconstruction possible parce qu'il y a ce satané embargo. Donc, Et puis il y a toujours les factions qui sont en train de combattre dans certaines poches voilà. du pays. Donc, À un moment donné, ça devient lourd pour un peuple, vous savez, de vivre sous embargo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas donc de matières premières. Et vous parliez tout à l'heure de l'électricité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis allé en Syrie, effectivement, tous les jours, il y avait 3-4 heures de coupure électrique par jour. Mais pourquoi? Parce que les États-Unis contrôlaient toujours l'énergie de la Syrie. Et vous savez comment vivait le peuple syrien à l'époque? Chaque commerçant avait un petit groupe électrogène pour avoir la lumière. Les hôpitaux avaient des méga groupes électrogènes installés dans la rue pour alimenter les blocs opératoires. Et les hôtels, pareil. Ça veut dire que si vous ne vouliez pas vous trouver coincé dans un ascenseur avec une coupure électrique qui dure 4 heures, tous les hôtels s'étaient équipés. Mais là, je parle de méga groupes électrogènes. Hein. Je ne parle pas du petit groupe. Donc ça, c'était le quotidien du peuple syrien. Pas d'éclairage public. À part l'hypercentre de Damas, le soir, vous marchez dans les rues, dans le noir. Marquez, les écolos bobos en France, ils nous font le même topo maintenant dans les villes, il faut tout éteindre et du coup on est dans le noir. Mais bon, passons, ça je digresse un peu, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Mais ça, c'était le quotidien du peuple syrien. Et ça, vous savez, au bout de 14 ans, vous êtes usé vraiment, sans compter les bombardements. Les bombardements, quand même, il ne faut pas oublier que François Hollande avait bombardé la Syrie pendant 2 jours, Emmanuel Macron l'a fait aussi. Israël n'a pas cessé de bombarder la Syrie pendant 14 ans. Faut le savoir. C'est pas vraiment dit, mais quand même, on le sait. plus les islamistes dans les hôpitaux, sur le plateau du Golan, Voilà, etc. c'est très compliqué. Plus les milices turkmènes et takfiristes dans le nord de la Syrie. Vous savez, à un moment donné, quand on est parti visiter, on est parti en minibus de Damas pour monter sur Alep en 2021, et d'Alep, on devait aller à l'attaquer. Et Alep l'attaquer, quand vous regardez sur une carte, c'est pas si loin que ça. En 2 heures, je crois, de minibus, on pouvait y être. Et puis tout d'un coup, on roulait. C'était la nuit. Puis je regarde ma montre, je dis, mais ça fait 3 heures, 4 heures qu'on est dans ce minibus. Qu'est-ce qui... Et en réalité, en discutant avec le chauffeur, enfin, il y a un traducteur interposé parce que là, lui, il parlait pas le français. Il nous dit, mais non, j'ai évité de passer très près de la frontière parce qu'il y a des snipers. Ils auraient pu nous... Ah, oui.
D'accord. Donc vous avez fait un détour de au moins plus de 200 km pour éviter qu'on se prenne un tir de sniper. Voilà, ça c'était le quotidien du peuple syrien info. Si vous voulez, c'est compliqué quand on est dans un pays en paix d'arriver à comprendre ce qui se passe et l'atmosphère lourde qu'il peut y avoir quand on est dans un pays en guerre. Et c'est ça le problème. Surtout, ça fait longtemps qu'en France et en Europe, on n'a pas connu des guerres comme ça. Absolument. Beaucoup de Syriens sont partis, beaucoup vivent au Liban, en Jordanie en particulier. D'ailleurs, il est question, Ahmad al-Sharia est en Jordanie pour parler justement du retour, parce que le roi de Jordanie voudrait que les Syriens quittent la Jordanie pour retourner en Syrie. Est-ce que c'est possible, à votre avis, que les Syriens, en l'état actuel des choses, au moment où nous parlons, retournent en Syrie? A priori, non. Le pays n'est pas du tout stabilisé encore. Qu'est-ce que ça va leur apporter d'arriver dans un pays où, pour l'instant, les infrastructures... Ils ne sont pas non plus désirés dans les pays où ils sont. Ils saturent les camps de réfugiés au Liban. La Jordanie est déjà en train de crouler sous les réfugiés. Mais je pense qu'ils préfèrent être saturés dans un hôpital en sureffectif plutôt que de retourner dans un pays qui n'est pas du tout stable encore aujourd'hui, même si ça avance dans un sens un peu plus de stabilisation, de paix, quoi. Mais le paradoxe de toute cette histoire, c'est qu'en fait, si vous vous souvenez, on parlait des puits de pétrole tout à l'heure. En 2019, lorsque Donald Trump avait justifié la présence américaine en Syrie, il avait dit c'est pour apporter un soutien donc au FDS, aux forces démocratiques syriennes, contre l'État islamique. Finalement, on s'est aperçu très vite qu'en réalité, c'est pour protéger les puits de pétrole. Ça, c'est un point qui ne fait pas vraiment débat. Mais c'est intéressant parce que finalement, le paradoxe de cette histoire, c'est que voilà que Donald Trump a pris une présence américaine pour protéger les forces démocratiques syriennes contre l'État islamiste. Le même État islamiste qui peu ou prou finalement se retrouve au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est quoi la position des États-Unis aujourd'hui? C'est intéressant. C'est de protéger leurs intérêts économiques. C'est de protéger leurs intérêts économiques. Et même sans Trump, les États-Unis sont pragmatiques, donc ils défendent leurs intérêts. C'est ce que j'essaie de dire de manière générale, c'est que c'est America First, hein, et America First partout dans le monde. Oui. Et même quand Trump n'est pas là, c'est America First, en fait. Absolument. Au nom des droits de l'homme, peu importe après, soit l'intérêt économique, soit les droits de l'homme. Au nom que vous voulez, mais à un moment donné, l'objectif des bases américaines, c'est de protéger, des bases américaines, c'est de protéger les puits de pétrole. Point. Et ce qui se passe autour, j'aurais envie de dire, ils s'en foutent un peu, en fait. Ils s'en foutent complètement. On ne peut pas leur reprocher d'être hyper interventionniste et de mettre la pagaille partout, et de l'autre côté, à songer uniquement à leurs intérêts. Non, c'est pas contradictoire, ça? Sauf que ça va ensemble. Parce que pour protéger leurs intérêts, ils foutent le bordel partout. C'est ça le problème de fond, en fait. Et que l'un des problèmes qui se posent, c'est que les intérêts américains sont tels que, finalement, dès qu'ils ont peu ou prou un intérêt à assurer une présence sur un territoire, ils vont s'arranger pour que celle-ci soit justifiée, c'est tout. Est-ce qu'ils ont besoin du pétrole syrien? Ils ont besoin, vous savez, ce sont des... Moi, je vais vous dire... Il y en a partout du pétrole. En Irak, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est le premier producteur mondial, les États-Unis. Ils sont autonomes énergétiquement. Bah oui, donc depuis qu'ils font du gaz de schiste. Et d'ailleurs, la logique de Trump aujourd'hui, c'est de continuer à forer et de toujours plus forer, justement pour continuer d'avoir une autonomie totale énergétique. Ils sont complètement indépendants. Hein. Eh ben donc pourquoi s'acharner sur ce pétrole syrien? Pourquoi s'acharner à vouloir le contrôler? La moitié, il n'y a pas que le pétrole. Comme je vous ai dit au début, la moitié de l'extraction des puits de pétrole syriens alimente les caisses de la CIA. Ça, c'est déjà le premier point. Et le second point... Il faut le prouver, Claude Janvier. Ça, c'est difficile à prouver. Pendant la guerre froide, en fait, il y a différents éléments et des dossiers déclassifiés qui ont montré que la CIA s'autofinançait parce que ils doivent financer des opérations qui sont clandestines par définition à l'étranger. Et donc, pour ça, ils doivent se financer d'une manière hors contrôle du Congrès, tout simplement. Donc, en fait, par l'opium afghan, par différentes manières, ils peuvent financer. Il y a Iran-Contra, voilà, il y a plein d'affaires qui sont sorties, qui sont tout à fait officielles. Et donc, ils ont des financements occultes via des banques offshore, etc. Et ça, c'est tout à fait officiel. Mais il y a des choses sorties sur ce dossier-là en particulier? Sur ce dossier-là, on n'a pas encore les sources officielles. Les dossiers vont être déclassifiés dans 10 ans, 20 ans, quand tout le monde s'en moquera de ce sujet. On dira qu'en fait, oui, ils ont fait ça. Mais c'est toujours la même chose. Et n'oubliez pas quand même qu'au large des côtes syriennes, donc au large de Latakia et de Tartous, vous avez d'énormes gisements pétrolier et gaz, je crois que c'est chiffré à plusieurs milliards de dollars, qui ne sont pas exploités. Mais qui, en revanche, vont, à mon avis, pas tarder à être exploités. Encore une fois, vous l'avez bien souligné, la question énergétique ne justifie pas autant d'acharnement.
C'est pas possible. Donc il y a d'autres intérêts, et l'intérêt numéro 1 pour moi, c'est les intérêts israéliens dans la région qui veulent une sécurité totale pour leur pays, et les régimes baassistes n'étaient pas pro-israéliens, tout simplement. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des pays beaucoup plus libéraux et ouverts au business, tout simplement, et surtout d'une normalisation avec Israël. C'est toute la tendance, en fait, qu'on voit. Mais c'est un argument peut-être un peu curieux quand même, Frank Pangam, dans la mesure où le régime bassiste, mine de rien, il n'a jamais vraiment mis en danger Israël. Oui, bien sûr, ils vont pas les attaquer ouvertement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il était gérable, alors qu'un régime islamiste, c'est quand même moins gérable. Vous voyez, la question, enfin, je peux le présumer comme tel. Non, parce que si on est islamiste et on soutient le libéralisme économique, en fait, on s'appelle l'Arabie Saoudite, on s'appelle le Qatar, et donc on peut très très bien faire des affaires, tout simplement. On peut être islamiste et... Oui, mais on peut présumer que l'actuel homme fort de la Syrie sera plus un danger pour Israël que ne l'était Bachar el-Assad. C'est pas ce qu'on voit. Parce que quelles sont les déclarations de cet homme vis-à-vis d'Israël? Ce serait intéressant de voir. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Est-ce qu'on sait comment Israël appréhende d'ailleurs la personne d'Amar el-Shareh? J'ai pas vu d'infos sur ça, donc je pourrais pas dire. J'ai pas vu d'infos. Ce qu'on sait, c'est quand même Israël a pilonné de toute façon toutes les bases, a rendu hors d'état de nuire. Bien sûr, ils étaient anti-Bachar el-Assad. Toutes les bases militaires en Syrie. Donc de toute façon, le nouvel homme fort, entre guillemets, de la Syrie n'a plus aucune base militaire, rien. Il n'y a plus rien. Ahmad el-Shareh est-il soutenu par l'Iran? Non. J'ai pas vu d'informations en ce sens. Comme l'était Bachar el-Assad, est-ce que... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc il n'a pas de soutien. Hormis sa propre faction, il n'a pas de soutien. Ah, si. Il a le soutien de la Turquie et des USA. Oui, et l'État islamique, c'est quand même sorti des prisons américaines qui étaient implantées en Irak. C'est de là où est créé l'État islamique depuis. Donc si c'est une émanation peut-être indirecte, on ne sait pas, mais il y a peut-être les Américains aussi derrière, on n'en sait rien en fait. Mais dans tous les cas, la présence de cet homme aujourd'hui à la tête de l'État syrien arrange les Américains, les Israéliens et les Européens qui étaient anti-Bachar el-Assad, tout simplement. Et d'ailleurs, pourquoi Bachar el-Assad a tenu autant? C'était grâce aux Russes. Et les Russes, ils sont sur deux fronts. Ils ont le front ukrainien qui est beaucoup plus prioritaire pour eux. C'est quand même à leur frontière, quoi. Finalement, la Syrie est une victime collatérale du conflit ukrainien. Parce que peut-être que potentiellement, Poutine oui, s'est retiré parce qu'il ne pouvait pas être sur les deux fronts. Parce que si, ce régime a tenu parce que la Russie est re-rentrée sur la scène internationale par le cas syrien. C'était même avant l'Ukraine. Donc, pendant l'Ukraine, il y a eu le fameux référendum en Crimée, mais vraiment sortir de sa zone d'influence pour aller en Syrie, c'était un coup de force, et le monde entier a été choqué que Poutine vienne directement aider Bachar el-Assad. Malheureusement, c'est vrai qu'avec le conflit intense en Ukraine, les énormes fonds et la puissance industrielle qui doit être déployée là-bas, et tout simplement, c'est beaucoup plus prioritaire aujourd'hui, à mon avis, pour les forces politiques russes, et donc peut-être qu'ils ont délégitimé ce qui se passait là-bas, et les factions en ont profité pour prendre le pas, tout simplement, quoi. Les communautés chrétiennes aujourd'hui en Syrie sont dans l'attente, elles ont peur, mais elles essaient de maintenir avec ce régime un contact. Il y a eu un premier discours d'ailleurs d'Ahmad el-Shareh de la mosquée de Damas, ce qui n'est pas forcément un très bon signe, parce qu'on peut se dire qu'il ne parle pas d'une institution laïque, mais en tout état de cause, pour l'instant, les chrétiens font quoi? Ils font le gros dos, maître? En tout cas, la première réalité, c'est que la laïcité, entre guillemets, à la syrienne, c'est fini. C'est-à-dire que ça, il faut bien prendre la mesure de ce que, effectivement, ce discours prononcé du haut de la mosquée, j'ai envie de dire, est un signal fort qui est envoyé. Nous sommes quand même sur maintenant ce qui caractérisait, vous l'avez dit, effectivement, le régime de Bachar el-Assad, c'était quand même une liberté religieuse dont certains diraient qu'elle est imparfaite et sans nul doute, mais quand même une cohabitation des communautés. Et que, imparfaite, hein, il ne s'agit pas d'idéaliser le système. Néanmoins, effectivement, les chrétiens d'Orient vivaient quand même, chrétiens de Syrie, vivaient quand même dans une paix au moins relative. Est-ce que cette paix relative ne va pas se transformer en guerre totale? C'est une grande question. Et en fait, il faut s'interroger différemment et pragmatiquement. Quels sont les exemples dont on dispose ailleurs? C'est tout, en fait. Est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui dans des pays où les islamistes ont pris le pouvoir, où ça se passe bien avec les chrétiens? C'est une question. Ce sera un marqueur absolument indubitable, la manière dont les chrétiens seront traités par le régime. Mais je ne vois pas pourquoi les chrétiens seraient bien traités. Soyons tout à fait pragmatiques. Pourquoi seraient-ils bien traités? Pourquoi tout à coup on ferait exception à la règle? Je rappelle, et on l'a dit tout à l'heure, que cet homme était quand même sous mandat américain, sous mandat d'arrêt américain, pour avoir participé aux attentats du 11 septembre,
Donc c'est un islamiste. Enfin, soyons presque, j'ai envie de dire, basiques et presque simplistes, si je puis dire. Et parfois, la simplicité, c'est le plus court chemin entre deux points. On a des raisons d'avoir peur, on a des raisons de craindre, on a des vraies raisons de craindre. On a des raisons d'agir. Mais agir comment ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire ? Mais la France soutient en plus les autorités, les nouvelles autorités en place aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui... Macron a pris sa décision. Oui, là, et vous pourriez... Enfin, ça voudrait dire quoi ? Une intervention militaire en Syrie ? À quelle fin ? Avec qui ? Dans quel but ? Et puis vous marchez sur des œufs, là, parce que vous êtes sur un terrain qui peut vite s'embraser. Voilà. Non, la vérité, c'est que... Il y a une conférence qui est organisée en France, justement, avec les nouvelles autorités du régime, etc. Donc les Français aiment bien organiser ce genre de choses en général. Donc ils vont dialoguer avec le nouveau régime, ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble, puis ils vont probablement soutenir la reconstruction, financer une partie de la reconstruction, et pourquoi pas stabiliser le territoire à terme. Donc faut voir quel gage il donne ce HTC en échange de ça. Moi je pense que c'est même pas les gages qu'ils donnent, c'est-à-dire qu'ils vont donner des gages. Pourquoi ils n'en donneraient pas finalement ? Le problème c'est de les respecter, c'est-à-dire que c'est sur le long terme. Oui, mais quand on prend le pouvoir, je pense qu'après, on devient aussi, même si ça a été un islamiste, il va devenir un peu plus pragmatique, il saura qu'il a la possibilité de gérer un pays entier, donc il peut atténuer potentiellement ses velléités islamistes. Ça n'a pas marché en Afghanistan, pour le coup. Mais regardez... Ce sont des cultures très différentes. Hein. Oui, je sais bien, bien sûr. Erdogan, par exemple, il a pris le pouvoir avec une vision kémaliste, laïque, et puis à la fin, voilà, on dit que c'est un islamiste. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que de toute façon, il y a un attentisme et que personne ne peut dire ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, 10 prochains mois. Non, oui, c'est extrêmement compliqué d'avoir une situation claire, tout simplement parce que c'est vraiment le début. Encore une fois, ça s'est passé en décembre. Mais on attribue cet attentisme à une forme d'intelligence politique de sa part. Est-ce que ça peut être vérifié ? Est-ce qu'il y a des gens qui le conseillent ? Quand les Américains ont envoyé des émissaires à Damas d'une certaine façon pour l'encadrer, pour l'accompagner, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de McKinsey local qui encadre ce nouveau dirigeant et qui lui fasse prendre des décisions, j'allais dire, modérées ? Est-ce que ça, c'est possible ? Oui, il y a forcément des conseillers internationaux, il a forcément des contacts avec les autorités de tous les pays occidentaux, dont les États-Unis, évidemment. Mais en fait... il n'est pas si fort que ça. Encore une fois, il ne contrôle pas tout le territoire, donc il est juste pragmatique. Il doit dialoguer avec un maximum de personnes qui sont prêtes à le soutenir. Et s'il a les Occidentaux derrière lui, on peut être assuré qu'il va rester un petit moment au pouvoir. Oui, c'est ça. Et ce qui est vrai, c'est qu'il ne contrôle pas tout le territoire. C'est une donnée quand même tout à fait essentielle. Il ne contrôle pas tout le territoire aujourd'hui. Non. Il contrôle Damas. L'hypothèse que si jamais il déplaisait, les Occidentaux pourraient soutenir une faction rivale qui serait amené à le renverser, c'est quelque chose qui entre dans le calcul ? Tout à fait. S'il ne s'aligne pas complètement avec les intérêts américains et occidentaux, il va se faire dégager comme tout le monde, tout simplement. Donc là, pour l'instant, ils lui font confiance. Il a des discours inclusifs pour le grand public. Et puis ensuite, peu importe après que ce soit un islamiste, c'est l'essentiel, c'est qu'il fasse des réformes libérales. Et puis comme ça, les Occidentaux pourront faire du business et puis traiter avec lui directement. Et après, peu importe pour la population et compagnie. Et puis s'il peut faire un petit prêt au FMI aussi, je pense que tout le monde sera content. Est-ce qu'on peut mesurer l'influence sur les communautés islamiques qui sont en Europe du renversement de régime de Bachar el-Assad ? Est-ce qu'elles ont applaudi à ce renversement de régime ? Est-ce qu'elles sont solidaires du nouveau régime ? Est-ce qu'on sait à peu près comment elles réagissent ? Est-ce qu'il y a des impacts, un petit peu comme le conflit israélien Israël-Hamas a pu avoir des impacts politiques forts chez nous. Est-ce que c'est le cas pour la Syrie ? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que Bachar al-Assad était détesté des islamistes, tout simplement parce que c'est un alawite, donc c'est vraiment c'est pire que le chiisme, quoi, pour un sunnite radical. C'est un hérétique. Donc voilà, c'est pas du tout la vision islamiste, donc je pense que la plupart sont plutôt contents que. Ils l'ont combattu pendant des années et des années, encore une fois. Donc je pense qu'ils sont plutôt heureux de la nouveauté. Après, est-ce que le discours de HTC leur plaît là aujourd'hui ? Ce serait une bonne question à savoir, mais je mais en France, comment c'est perçu ? Je n'en ai aucune idée. C'est compliqué de vous répondre sur en France comment c'est perçu, puisque toutes les nouvelles concernant la Syrie sont biaisées de toute façon et sont... Il y a aucune vérité dans les médias mainstream. Donc, mais est-ce qu'on peut en avoir davantage sur le conflit Israël-Hamas ? C'est quand même compliqué aussi de se faire une opinion vraiment forgée sur la réalité des faits. Mais de toute façon, la réalité des faits ne repose pas sur les médias, encore une fois, propagandistes et les médias de grand chemin. Les réalités des faits reposent sur des médias libres alternatifs et reposent aussi sur des correspondants que l'on peut avoir dans des pays qui sont sur place et qui peuvent juger efficacement et honnêtement de ce qui s'y passe.
Après, voilà. Alors après, c'est compliqué d'avoir, si vous voulez, un point de vue correct. Moi, je lisais un article dans Le Monde il y a peu où ils avaient interviewé un couple syrien qui avait fui l'horrible régime de Bachar el-Assad, en laissant leur famille d'ailleurs en Syrie. C'est un peu étonnant, mais bon, passant. Et ce jeune couple est arrivé à Lille, ils ont ouvert un restaurant et maintenant c'était les grandes retrouvailles. Ils sont partis à Damas et mon Dieu, ils ont embrassé toute la famille. Oui, tous les médias disent que on se moque de qui, tous les Syriens sont contents aujourd'hui, mais en même temps ils ont subi une guerre dont en fait ils veulent juste la paix. C'est aussi simple que ça, quoi. À la fin, ils veulent juste la paix. Pour eux, peut-être que si Bachar el-Assad, vu qu'il est parti, peut-être qu'il y a un espoir, même avec HTC. Oui. Potentiellement, ils peuvent avoir la paix, donc ils se disent on n'a pas le choix de toute façon, on est content et on va voir si ça s'améliore. Ce qui quand même, moi, me perturbe un peu en vous écoutant, c'est qu'il y a une réalité quand même. Si vous voulez que la réalité actuelle soit incertaine, c'est incontestable. Par contre, la réalité de Bachar el-Assad, elle a été certaine, pour le coup, par certains aspects. Notamment, effectivement, la répression de Bachar el-Assad. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des islamistes, il y a des criminels. Je veux dire, c'est pas une société pacifique. Donc il y avait une répression. C'est un état fort. Oui, d'accord. Mais il est difficile quand même de dire que finalement, comment je veux dire ça ? Il est quand même difficile de dire que la population de Bachar el-Assad vivait sous un régime de liberté. Je n'ai pas dit ça. Je sais pas que vous l'avez dit. Je dis effectivement que ça paraît important aussi de dire que, en fait, il y a eu aussi une répression sanglante de part de Bachar el-Assad. Il y a effectivement des emprisonnements arbitraires, on a une justice qui ne fonctionnait pas, une liberté de la presse qui n'existait pas, une liberté de réunion qui n'existait pas. Et donc, forcément que, si vous voulez, des gens se réjouissent de la chute de Bachar el-Assad. Et moi, je suis tout à fait, circonspect sur le fait qu'il faille attendre, voir ce qui va se passer maintenant, parce que le remède risque d'être pire que le mal, mais le mal existait. Et le mal, il faut faire attention, parce que j'ai le sentiment, je dis pas ça pour vous, mais je dis qu'il y a le sentiment, d'une façon générale, à avoir deux camps dans l'histoire. C'est-à-dire le camp des pro-Bachar el-Assad, qui viendrait minimiser un petit peu la terreur que ça a pu représenter, l'horreur que ça a pu représenter, et puis le camp des anti-Bachar el-Assad, qui eux veulent nier le fait qu'il y ait une stabilité qui a quand même été apportée par le régime, et que cet État, en tout cas cette guerre de faction et le régime islamiste rampant, si je puis dire, risque d'apporter quand même une sacrée dose de turbulence qui a posé problème. Donc je crois que la vérité, elle est, vous l'avez dit au départ, complexe. Et il faut faire attention, parce que vous avez raison de souligner qu'actuellement, la tentation, je crois, dans les médias, c'est quand même de venir vous expliquer que ça y est, c'est quasiment Noël, quoi. Oui. C'est-à-dire que on ouvre les cadeaux et que le régime actuel, on ouvre les cadeaux. Et du coup, il y a une tentation en face d'avoir une espèce de mouvement de peut-être pas d'idéalisation, mais de minimisation, en fait, de ce qu'était le régime de Bachar el-Assad. Vous avez raison, il y a deux camps. De toute façon, il y a les pro-Bachar el-Assad et les anti-Bachar el-Assad. Ceux qui se disent pro-Bachar el-Assad, ils soutiennent que en fait, le régime, certes, était autoritaire, mais ce régime tenait. Et puis, il y a un curseur intéressant pour savoir si la population syrienne était malheureuse. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'immigrés syriens, par exemple, en Europe, avant qu'il y ait la guerre ? Et là, vous avez la réponse. Pareil pour les Libyens. Les Libyens, aujourd'hui, vous avez beaucoup de réfugiés libyens. Aujourd'hui. Mais sous Kadhafi... Est-ce que vous avez déjà rencontré un Libyen dans votre vie, en France, comme ça, au hasard ? C'est très très rare, en fait, tout simplement. Donc, ces gens-là vivaient sous des régimes autoritaires, mais ils aimaient leur père de la nation aussi. Il y a une réalité, et évidemment que ce ne sont pas des pays où on peut critiquer le régime. En fait, dans la majorité des pays, il n'y a pas les guignols de l'info. Ça c'est juste une réalité. Les gens ne peuvent pas critiquer et cracher. Et les gens ne peuvent... En France, ils n'ont plus non plus. Non, mais en France, on peut critiquer Macron, on peut vraiment l'insulter. Oui. On peut l'insulter, c'est possible. On va dire relatif quand même. C'est relatif. Ok, c'est relatif. Mais en fait, dans la majorité des pays du monde, ce n'est même pas possible, en fait. C'est vraiment dans la majorité. Mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, là où je suis forcément d'accord avec vous, et votre réflexion est intéressante, sur le fait qu'il faut faire attention au curseur qu'on prend. Attention, je le disais tout à l'heure, à pas venir occidentaliser une façon de voir le monde. Et c'est un peu le drame, finalement, de ces 20-30 dernières années, depuis 2011 en particulier, enfin, pas 2011, mais même avant, finalement. Mais en tout cas, depuis l'attentat du 11 septembre, il y a cette problématique d'une volonté d'Occident, la fameuse démocratie américaine qu'on a voulu implanter à toute force.
4,5 millions de victimes depuis le 11 septembre dans le Proche-Orient, made in USA. Et surtout, quels sont les résultats objectifs? Est-ce qu'il y a la démocratie? Et à la fin, c'est surtout, voilà, on a explosé des pays qui fonctionnaient plus ou moins bien avec leur subtilité confessionnelle et multiethnique. Aujourd'hui, tous les pays sont détruits, éclatés. L'immigration de masse arrive en Europe. Quel est le résultat concret? Le résultat concret, c'est déjà, on n'a plus de retombées économiques, parce que même si on fait du business avec ces pays, en fait, ces pays sont sous embargo et on peut même plus travailler concrètement. On renvoie les ambassadeurs, on ne discute même plus avec ces gens. Je veux dire, il n'y a rien qui va à la fin. Et pour donc la diplomatie est complètement morte. Sur ce point, il y a quand même moi qui m'a toujours frappé, c'est intéressant d'en parler de 10 secondes, pour conclure sur le fait que je n'ai jamais compris comment l'Occident d'un côté peut déstabiliser des États de la sorte et en même temps vouloir lutter contre l'immigration de masse. Il y a un moment donné où ces gens, ils vont aller quelque part. Ils ne veulent pas lutter contre l'immigration. D'accord. Qui lutte contre l'immigration de masse? Personne. Si vous voulez. C'est une contradiction foncière. Mais si vous voulez, d'accord, je peux entendre, j'entends aisément ce que vous dites. Mais néanmoins, c'est comme le discours. Et c'est les mêmes, en fait. C'est ça le grand paradoxe. C'est que c'est souvent les mêmes qui soutiennent. Là, je m'engage sur un terrain miné, mais j'ouvre une parenthèse et je la referme tout de suite sur Israël. Moi, je veux bien qu'on soutienne Israël, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais il va falloir à un moment donné savoir où vont les gens qu'on bombarde, quoi. Bah oui. Mais t'as vu que si Égypte n'en veut pas, que si autour on n'en veut pas, ça va prendre à un moment donné ou à un autre, ça va arriver en Europe, quoi. Bah, tout converge pour dire qu'en fait, ces pays ont été détruits de manière calculée, en fait, tout simplement. On a contrôlé les infrastructures derrière. L'immigration de masse détruit également l'Europe derrière, que ce soit sa culture, sa civilisation, et même la stabilité sociale en général. Donc je veux dire, à la fin, qui c'est qui gagne, quoi? C'est pas nous, ça c'est sûr. Hein. Les Américains. Mais d'ailleurs, ce qu'il faut quand même souligner, si vous le permettez, c'est qu'avant l'anéantissement de la Libye était un pays où les gens vivaient à peu près correctement. C'est-à-dire, quand même, je rappelle quelques faits. Il y a énormément du temps de Mouammar Kadhafi, les études étaient gratuites, le système de santé était gratuit, les étudiants libyens pouvaient partir à l'étranger, c'était payé par l'État, etc., etc. La même chose en Syrie. On oublie aisément que du temps du père, même de Bachar el-Assad jusqu'à Bachar el-Assad, la Syrie, les soins gratuits, système de santé gratuit, système d'études gratuit, possibilité d'aller étudier dans des pays étrangers gratuitement, et le PIB syrien et libyen était pas si mauvais que ça. Pays sans dette, on a oublié ça, mais ce sont des pays sans dette, parce qu'ils ont un flot aussi énergétique. Donc, et ils géraient bien leurs finances. Ça, c'est très important. Ce sont des pays pas endettés du tout. L'Irak, un peu la même chose, et depuis que ces pays ont été détruits, qu'est-ce qu'il en reste? Où en est le peuple libyen, où en est le peuple irakien et où en est le peuple syrien aujourd'hui? Est-ce que ces pays respirent un PIB correct ou respirent la santé? Non, pas du tout. Donc il faut comparer, je pense, un peu ce qui est comparable, c'est-à-dire bien sûr les dirigeants ne sont pas des saints, mais quelque part leurs pays respectifs marchaient à peu près correctement et le bien-être des peuples allait au moins en s'améliorant. Aujourd'hui, force est de constater que le bien-être du peuple libyen, syrien, irakien, ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Claude Janvier, écrivain essayiste. Franck Pangam, directeur de publication de Géopolitique Profonde. Claude Janvier, vous y collaborez. Et merci Maître Fabrice Divisio.